Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne pour les femmes candidates lors des prochaines élections. La nouvelle élection présidentielle kenyane, initialement prévue le 17 octobre, à la suite de l'invalidation de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta, a été repoussée au 26 octobre par la commission électorale. Cette annonce de l'IEBC intervient au lendemain de la publication du jugement détaillé de la Cour suprême qui avait prononcé le 1er septembre l'invalidation de la réélection du président sortant avec 54,27% contre 44,74% à l'opposant Raila Odinga. Le résultat de l'élection présidentielle a été annulé sur la supposition qu'il y a eu des irrégularités dans les procès-verbaux des résultats électoraux. Il est maintenant clair que malgré le fait que les procès-verbaux aient été déposés à la Cour par la commission électorale, aucune vérification n'a eu lieu. Mercredi, la Cour suprême a évoqué des problèmes institutionnels systématiques au sein de l'IEBC, reprochant notamment à cette dernière d'avoir proclamé les résultats sur la foi de procès-verbaux à l'authenticité parfois douteuse et de ne pas avoir permis l'accès à ses serveurs informatiques pour vérifier des accusations de piratage informatique. La Cour suprême doit aux Kenyans une explication sur comment une injustice aussi monstrueuse a pu avoir lieu. Non seulement ce jugement a volé le droit démocratique du peuple kényan, mais il risque aussi de plonger le pays dans un chaos judiciaire. Miné par des dissensions internes, l'IEBC est sous le feu des critiques depuis l'invalidation du scrutin qu'elle a organisé. L'opposition a notamment conditionné sa participation au nouveau scrutin à la démission de plusieurs de ses membres. De son côté, la Cour suprême a précisé que ses reproches visaient surtout la transmission des résultats et non l'enregistrement des électeurs ou les opérations de vote le jour du scrutin notamment. La Constitution exige l'organisation de nouveaux scrutins dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici au 31 octobre. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des Herero, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien
pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées, et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero.